Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Re-Remarques, votre podcast fantasy, romantaisie et littérature de l'imaginaire, présenté par Kellen et Iris. Nous sommes donc ravis d'accueillir aujourd'hui Salomé Anne en duplex, du coup depuis la Corée où elle vit aujourd'hui. Bonjour Salomé et merci de nous avoir rejoints pour cette interview. On va d'abord commencer avec des questions un petit peu attendues. Est-ce que tu peux d'abord te présenter et nous présenter un petit peu ton parcours ? Ok, bonjour. Alors, je m'appelle Salomé Han et je suis donc en Corée du Sud, à Séoul, depuis bientôt 10 ans. Et j'ai fait une formation cinéma donc à Paris 8 quand j'étais en France et j'ai poursuivi mes études de cinéma en Corée. Voilà, succinctement. Donc du coup, j'ai lu aussi que tu étais originaire des Antilles, les Antilles, la France métropolitaine, maintenant la Corée, du coup pas mal globe-trotteuse. Oui, on peut dire ça. Je suis un petit peu un produit de plein de vécus différents. Oui, je suis née aux Antilles, à Saint-Martin. C'est une île qui est en plus moitié française, moitié hollandaise. Donc elle est déjà spéciale par rapport aux autres îles, excusez-nous. Et ensuite, je suis partie faire mes études de cinéma donc en France. C'était au lycée. Il y avait une option cinéma dans le lycée que je voulais intégrer, donc voilà. Et oui, j'ai pas mal voyagé en Asie, notamment au Japon, au Cambodge, etc., en Europe. Et ensuite, j'ai posé mes bagages en Corée, sans le faire vraiment exprès, mais voilà, je suis restée très longtemps en Corée du coup, par rapport aux autres pays. Et maintenant, donc je travaille comme réalisatrice, scénariste, et je suis également photographe et monteuse. Voilà, pour gagner ma croûte. Je suis mariée, j'ai 2 chats et j'aime beaucoup le café. C'est parfait. Du coup, on est là aujourd'hui pour parler de ton premier roman, ou en tout cas de ton premier roman publié, Le Sabre de Neige, du coup, qui est paru fin janvier aux éditions Albin Michel Imaginaire. Est-ce que tu peux commencer par ce que tous les auteurs et autrices détestent, j'ai l'impression. Est-ce que tu peux du coup nous pitcher Le Sabre de Neige ? Mais il est déjà vendu, j'ai pas besoin de le pitcher. C'est un exercice affreux, je déteste ça, mais bon, il faut s'y coller. Alors du coup, donc Le Sabre de Neige, c'est de la fantaisie épique inspirée du Japon médiéval, dans un Japon réinventé, où la voie du sabre est source de magie et considérée comme sacrée. Il n'existe pas de samouraïs, mais plutôt des kenshi, donc ce sont littéralement les pratiquants du sabre. Les sabres sacrés sont des lames divines qui ont été confiées par les kami aux humains et qui leur confèrent pouvoir et longévité. Donc le sabre de neige se concentre sur le porteur du sabre de neige, qui s'appelle Shiro, dit le héron blanc, et dont le disciple Isao est un jeune homme très naïf et empathe, qui aime beaucoup la nature, qui la respecte, qui vit dans un écrin de nature et de tranquillité au milieu d'une forêt sacrée. Et du jour au lendemain, en fait, lui et son maître vont se retrouver poursuivis parce que on en veut au sabre de neige, qui est un artefact très recherché et notamment par l'empereur lui-même. Voilà. J'ai essayé. C'est très bien. C'était très clair. Du coup, tu nous as parlé du fait que ça se déroule dans le Japon féodal. Qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie de traiter cette période, toute cette esthétique et de manière plus générale, en fait, cette thématique du Japon féodal? Alors, disons que déjà, si on remonte le temps, moi je suis née en 1989. Donc, dans les années 90, il y a une série qui s'appelle Highlander. Et donc, c'est des immortels qui avaient des sabres. Et voilà, c'était vachement cool. Et du coup, j'ai été marquée par cette série. Bien avant d'aimer le Japon ou quoi que ce soit. Ensuite, forcément, il y a eu les mangas. Parce que les années 90, voilà, on avait des mangas à l'époque aussi. Hein. On est une génération on est précurseuse, j'ai envie de dire. Carrément. On est là. Ouais. C'est cool. Il y avait des mangas comme Vagabond, ensuite dans les années 2000 Samurai Deeper Kyo, et puis il y a eu tellement d'animés et de mangas qui m'ont, enfin voilà, c'était toute mon adolescence quoi, donc ces mangas m'ont donné envie de pratiquer le kendo, et c'est le kendo qui m'a vraiment intéressée en fait à la voie du sabre et au Japon, parce que
le kendo à l'époque, j'étais ado, du coup j'ai fait 5 ans de kendo et c'était incroyable pour moi, c'était une révolution en fait, parce que ça me permettait d'être à l'aise dans mon corps, de défouler voilà, tout le stress de l'adolescence, trouver une sorte de sérénité, travailler le souffle, et du coup je ne loupais aucun entraînement. J'y allais même malade en fait, j'étais complètement accro. Et à travers ça, donc, je me suis intéressée au Japon et à des romans japonais qui parlaient du sabre ou juste de la culture japonaise, etc. Donc c'était un espèce de tout en fait. Après, évidemment, il y a eu le clan des Otori que j'ai lu plus tard. Ça, je sais, c'est la question suivante, pardon. T'inquiète pas. Bah, du coup, on va rebondir. Donc, la voie du sabre, c'est quelque chose qui est donc incontournable dans les arts martiaux et dans les philosophies qui leur sont associées au Japon notamment, mais pas seulement. C'est aussi une thématique qui revient effectivement très souvent dans pas mal de mangas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes inspirations et de ce qui t'a donné envie de t'intéresser à ce sujet? On a du coup parlé donc, de ta pratique du kendo. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu continuer et puis est-ce que tu as d'autres inspirations aussi qui t'y ont mené ultimement? Donc le kendo, oui, justement, le kendo m'a intéressée donc à notamment la pierre et le sabre d'Eiji Yoshikawa, qui est vraiment une réflexion sur la voix par ce personnage Miyamoto Musashi qui est extrêmement connu. Miyamoto Musashi qui est extrêmement connu. Et vraiment sur cette philosophie de la voix comme chemin de vie et de mort. Vraiment, ça m'avait beaucoup impacté à l'époque. Ensuite, ça m'a aussi intéressée au roman de Yukio Mishima, qui est un auteur très spécial, qui a une écriture très cruelle, mais magnifique. Et notamment une nouvelle sur le kendo qu'il avait écrite qui m'avait vraiment impactée parce que je me suis retrouvée en fait. Il parlait d'un dojo avec voilà, une sorte de rivalité. Et c'était, je sais pas, il y avait quelque chose qui m'avait intéressée dans cette nouvelle. Puis après, j'avais lu Le Clan des Otori, qui est une épopée incroyable. Voilà, je l'ai lu un peu plus tard, par contre, mais voilà. Après, il y a eu le cinéma, tous les films de samouraï, les 7 samouraïs d'Akira Kurosawa, Taboo, aussi le film Taboo de Nagisa Oshima. Voilà, donc c'est énormément de films ou de mangas, de romans qui m'ont nourri, je pense. Donc voilà, il y a quelques-uns que je peux citer, mais après, tous les autres, ce serait trop. Donc on a pu aborder toutes tes sources d'inspiration, que ce soit du coup en termes de littérature ou de films. Avec l'explosion de la romantaisie, majoritairement on va dire écrite par des autrices, et une proportion plus importante en young adulte, est-ce que tu as eu l'impression d'être rangée dans une case et qu'on colle une étiquette au Sabre de Neige avant même qu'il soit sorti? Oui. Voilà. La réponse courte est oui. C'était clair. Oui. Question suivante. C'est intéressant d'en parler là. Parce que justement, évidemment, du coup, post-sortie, voilà, parce qu'il y avait eu des commentaires qui étaient passés même avant la sortie, et ensuite, post-sortie, j'ai vu un petit peu ce qu'il en était de ce biais, que c'est un biais, vu que pour moi, en fait, c'est un petit peu abusé d'automatiquement de placer une roman ou n'importe quoi, en fait, quelque chose qu'a écrit une personne de sexe féminin, on va dire, une autrice, automatiquement en romantaisie. Alors évidemment, il y a plein de romantaisies, qui sont écrites par des autrices. Voilà, c'est un autre sujet, puisque en fait, la romantaisie, c'est de la romance. C'est-à-dire, c'est de la romance dans un univers de fantaisie. Et je pense que c'est un petit peu un terme fourre-tout maintenant, où on va avoir une autrice, on va avoir une couverture un petit peu, je sais pas moi, aérienne, un petit peu féminine, peut-être, je sais pas. Enfin, et on va plaquer le terme romantaisie parce qu'on va se dire, une énième romantaisie. Sauf que le problème, c'est que du coup, les gens qui cherchent de la romantaisie, donc de la romance, peuvent être un petit peu déçus, voire choqués par ce qui peut se passer dans un roman qui a été plaqué, qui a été étiqueté romantaisie. Et d'autres personnes qui, justement, sont allergiques à la romantaisie, ne veulent surtout pas en lire et ne veulent surtout pas faire l'erreur d'ouvrir un roman qui serait étiqueté romantaisie, n'iraient pas forcément le chercher. Donc c'est un petit peu dommage ce biais parce que c'est très réducteur, et puis surtout, forcément, ça amène... Je veux pas faire une généralité du tout, mais c'est dommage, parce que si je m'appelais pas Salomé Han, enfin si je m'appelais, je sais pas moi, Martin Dupont, je pense pas qu'on aurait plaqué ça, étiqueté ça romantaisie.
voilà, il faut en parler, il faut le dire. Ça sert aussi beaucoup à dénigrer des autrices qui écrivent de la fantasy avec des scènes un peu plus osées que d'autres. On a le droit d'écrire, je pense qu'on a le droit d'écrire ce qu'on veut, ce qu'on a envie le message qu'on a envie de délivrer. Et du coup, c'est vrai que les autrices, j'ai regardé un petit peu même d'autres autrices que j'aime beaucoup, et j'ai vu passer des commentaires un peu similaires en mode c'est pas de la dark fantasy, c'est de la dark romantasy juste parce qu'il y a des scènes ou des relations entre des personnages qui sont de l'ordre des sentiments amoureux, mais dans ce cas-là, le Trône de Fer ou James Bond, enfin, il y a plein de coucheries et d'amour et de haine et de trahison, et du coup, bah, c'est pas des romantaisies, et c'est ça qui est un petit peu pénible en fait. Voilà. Donc Ah, je... sur ça. Mm. Mm. Je me rappelle Ouais. avoir lu justement le clan des Autori et m'être fait la réflexion que dans le clan des Autori, c'est pareil. L'amour et les relations entre les personnages sont un moteur essentiel de l'histoire. Ça ne me serait jamais venu à l'idée, même aujourd'hui, de relire le clan des Autori et à la fin de me dire oui, oui, il faut le classer en romantasy. Au final, l'amour, c'est quelque chose de tellement universel. C'est pas obligatoire d'avoir de la romance dans un livre de fantasy, mais c'est quand même assez commun à un moment ou à un autre que ce soit un moteur ou un élément soit déclencheur, soit pour résoudre une intrigue. Ouais, tout à fait. Dans beaucoup d'hommes, même dans le Seigneur des Anneaux. Enfin, il y a des, voilà, Puis l'amour, on va dire, chevaleresque, à la base, c'est quand même un élan romantique. C'est un élan d'amour vers un idéal, vers un être qu'on idéalise. Et bon, voilà. C'est un petit peu dommage de plaquer des étiquettes. Voilà, faudrait juste un petit peu éviter tout ça, mais on peut pas contrôler. Du coup, ce qui m'amène à la suite, je chamboule un petit peu l'ordre des questions, mais du coup, sans trop spoiler, une énorme partie de l'intrigue tourne donc autour de cette relation entre Isao et son maître, qui est donc un immortel. En termes de différence d'âge, effectivement, on est presque sur un des tropes habituels de la romantasy, avec les fae pluricentenaires. Par contre, là, il s'agit, ce qui est souvent le cas aussi dans ces ouvrages, d'une relation très inégale, avec un rapport de force maître-élève et une vraie relation d'emprise. C'est un choix qui est peu commun pour une romance, pour une romantasy, ce qui aide d'autant plus, à mon sens, à classer le roman en fantasy, et qui a du coup pas mal d'éléments qui peuvent être vraiment vus comme toxiques. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as fait le choix de cette relation-là, justement ? Bah justement, oui, c'est sûr que si on le lit avec le biais de la romance, de la romantasy, c'est pas du tout, enfin, ça fausse tout, on va dire. Ça fausse le message, ça fausse les relations, et ça peut beaucoup crisper également. Donc c'est pour ça que voilà, attention aux étiquettes. Par contre, oui, la toxicité du roman, elle fait partie intégrante de cet univers, parce que justement, je suis dans une période médiévale où il y a des grands seigneurs, il y a des castes, il y a des personnages mercenaires, il y a des personnages toxiques, il y a des personnages qui font, comment dire, qui ont leur but à eux et qui imposent leur but à d'autres, etc. Et on est dans un monde qui est non manichéen, qui n'est pas censé comment dire, être régi par les codes d'aujourd'hui, même si forcément il y a un code moral comme dans toute société, mais on est un petit peu voilà, dans un monde comme ça. L'idée, c'était de ne pas restreindre mes personnages. J'ai un personnage qui fait un acte qui peut être voilà, mal considéré, qui est d'ailleurs un acte, voilà, comment on peut dire, un acte, je sais pas, problématique. On peut pas le caler avec nos biais d'aujourd'hui, vu que c'est autre chose. On n'est pas dans une romance, on est dans un univers qui justement parle de ça. Donc en fait, dans l'univers, il y a des échos du message un petit peu partout. C'est ça aussi que quand on écrit de la fantaisie, on va pas forcément se dire attention, il faut surtout pas que je ne fasse pas ça parce que ça peut choquer des gens, puisque je ne suis pas en train de les cautionner. Je suis du point de vue de certains personnages et je suis eux. Je ne peux pas les restreindre, voilà, puisqu'ils sont comme ça. Et surtout que je m'adresse à un public adulte, donc un public qui est censé avoir un certain recul sur les choses. Et voilà, moi, en tant que lectrice, j'ai du recul sur des romans extrêmement toxiques. Voilà. Par exemple, dans mes références aussi, on n'en a pas parlé parce que c'était pas La Voix du Sabre, mais il y a Anne Rice et ces vampires en fait qui sont ils sont très âgés. Il y a des relations extrêmement toxiques maintenant. Notamment le vampire Armand,
C'est vraiment, voilà, c'est une de mes références, donc j'espère que ça peut tout vouloir dire. Mais disons que, voilà, avant les fae, avant cette mode, il y avait quand même beaucoup on parlait beaucoup d'immortalité et ça a toujours fasciné. Donc moi, ça me fascine. Je parle de personnages immortels et je me pose pas plus de questions par rapport, voilà, j'ai pas forcément, je me suis pas dit, je vais écrire une dark romantasy. C'est pas ça du tout. Bon, après, certains veulent le caser en dark romantasy. Écoutez, c'est les lecteurs, voilà, chacun reçoit le livre d'une manière différente, mais en tout cas, c'était pas du tout mon message. La toxicité était justement totalement assumée et elle fait partie justement du message final parce que je parle de l'idéal, de comment on se construit avec un idéal et qu'est-ce qu'on devient une fois que cet idéal vole en éclats. Oui, parce qu'il faut quand même le dire, à aucun moment, ces relations-là, quand elles sont toxiques, sont normalisées, sont excusées ou sont glamourisées, fantasmées. C'est vraiment, moi je l'ai bien lu je l'ai bien ressenti à la lecture. On est sur de la dark fantasy où les personnages, voilà, n'ont pas de problème à être plus ou moins odieux. Et ça va dans le message et ça va dans l'univers. Donc c'est ça que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on n'était pas dans un contexte où on excusait les personnages. Avant tout ça, du coup, avant l'aspect romance, moi je l'ai surtout vu comme avant tout un roman d'apprentissage, ce qui est un motif d'ailleurs qui est récurrent en young adulte, mais qui est aussi récurrent dans la littérature nippone. Néanmoins, la manière dont le thème est abordé, les péripéties justement d'Isao sont très très loin du public cible du young adulte. Est-ce que tu t'es aussi posé cette question de classification lors de l'écriture, ou est-ce que tu as adouci certains traits lors du processus éditorial? Alors, quand j'ai commencé à écrire Le Sabre de Neige, c'était en 2022 et j'y connaissais absolument rien du coup aux classifications justement young adulte, tout ça. J'avoue que j'y connais rien. Enfin, j'avoue que j'ai du mal en fait à encore comprendre ce que c'est vraiment le young adulte. Mais bon, disons que peut-être ça peut parler à des adultes qui changent de domaine, par exemple, qui ont travaillé dans un certain domaine et qui travaillent dans un autre domaine, ou qui entrent dans une autre sphère, ou qui changent de pays, ou qui intègrent, je sais pas, un groupe qu'ils avaient toujours rêvé d'intégrer. En fait, évidemment qu'il y a ce côté passage à l'âge adulte, mais il y a surtout en fait cette idée de l'idéal et de ce rapport à l'idéal justement qui se fracture. Donc en fait, j'ai pas vraiment réfléchi à l'idée de je vais parler de l'âge adulte, je vais plus parler en fait de passage d'un état à un autre et d'une perte de l'innocence et d'une certaine réalité qui nous arrive en plein dans la gueule. Et ça, on peut le vivre à n'importe quel âge en fait, pour moi, sachant que on change beaucoup de domaines, on peut rentrer aussi dans un nouveau domaine. Voilà, par exemple, là, tiens, un roman, je rentre dans un nouveau domaine et on se prend des trucs dans la gueule et du coup, et c'est intéressant. Mais du coup, je sais pas, je me suis pas vraiment posé la question, donc je l'écrivais peut-être avec des inspirations de mon adolescence et des choses qui m'avaient nourri depuis longtemps en fait. C'est comme un terreau qui était resté là depuis longtemps, qui m'a nourri. Et je l'ai écrit pour l'adulte que je suis. Du coup, c'est plutôt. Et pour moi, en fait, mes personnages, même dans le tome 2 d'ailleurs, c'est une sorte en fait, le tome 2, c'est comme un autre écho du tome 1. Donc il y a aussi cette idée donc c'est pas un passage à l'âge adulte vraiment, mais il y a cette idée de passage, il y a cette idée d'apprentissage en fait. C'est ça la voix, c'est un éternel apprentissage. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est incroyable avec la voix, l'espèce de concept qu'on peut jamais vraiment comprendre. Et pour moi, vraiment, les personnages, c'est des matériaux. C'est comme le sabre quand on forge un katana. C'est un matériau brut et on va le taper, le marteler, le faire passer par le feu, les éléments, et ça va devenir quelque chose hyper voilà, qui va prendre une forme définitive et il va être sculpté, enfin vraiment sculpté, mais j'ai plus le mot. Je me suis autrice et je n'ai plus le mot. Bref. Façonné. Il va être poli, façonné. Merci. Et c'est un petit peu, mes personnages sont un petit peu
dans cette image-là. Voilà. Je suis partie ailleurs. Non, non, mais c'est très intéressant et du coup, ça nous permet aussi d'aborder un autre point important du roman. Donc, le roman, il prend place dans un monde totalement queer normatif. Quels ont été les défis et les difficultés que tu as pu rencontrer et pourquoi tu as choisi ce parti pris pour le roman? Ben, c'est déjà, en tant que lectrice, c'est quelque chose que je cherche, des fantaisies avec du queer normatif, parce que j'en peux plus des mondes, même si j'adore, il y a des romans que j'adore, voilà, qui se placent dans un monde, on va dire, qui colle un peu plus à notre histoire, notre réalité. Sauf que, voilà, quand je lis de la fantaisie, j'ai envie que les personnages aient d'autres problèmes que qu'ils aient pas d'abord à affronter leur propre le rejet de la société, etc. Et en plus le reste, voilà, ils ont déjà beaucoup de problèmes, beaucoup de choses à affronter, donc j'avais pas envie de me sombrer avec ça en fait. Et j'ai envie de lire du queer normatif parce que pour moi c'est tellement important, parce que voilà, ça fait partie même non tellement de ce que je veux lire et des choses que je veux écrire, donc je pense que j'écrirai souvent ça, mais vraiment parce que j'ai envie de l'écrire en fait. Donc le tome 1, on va dire, c'est plus, voilà, il y a plus de personnages masculins principaux, mais le tome 2, c'est le monde des femmes, c'est le tome des femmes, donc on part sur c'est le même univers, donc à aucun moment il y aura de réflexion faite sur la sexualité d'un personnage, ça c'est vraiment quelque chose qui ne rentre pas dans mon univers. Le Sabre des Neiges, du coup, c'est ton premier roman publié. Est-ce que c'est celui que tu as écrit en premier de roman? Non. Je sais même pas le combien. Non, j'ai jamais vraiment terminé de roman enfin, j'ai jamais mis le point final à un roman, donc c'est peut-être le premier auquel j'ai mis un point final, parce que c'était censé être un one-shot. Mais ce n'est pas un one-shot, on est d'accord. Mais c'était censé être un one-shot. Du coup, j'ai réussi à mettre un point final. Alors que j'ai une saga en plusieurs tomes qui dure depuis début vingtaine. Voilà. Donc, c'est pas le premier sur lequel je me suis fait les dents. Heureusement, peut-être. Voilà, je me suis fait les dents sur d'autres romans dans mes placards. Donc, il s'agit, on a parlé du premier tome d'une trilogie. Alors, je vais poser la question qui fâche. Où en es-tu de l'écriture des deux autres? Est-ce que tes plans ont changé au fur et à mesure de l'écriture et du travail éditorial dessus? Non, parce que du coup, Albin Michel, Imaginaire, m'a dit vous faites ce que vous voulez, nous on prend et voilà, vous avez en gros carte blanche quelque part, parce que c'est pas voilà, ils m'ont dit vous vous débrouillez quoi. Du coup, par contre j'ai mes plans, j'avais le plan parce que j'ai envoyé le tome 1 avec le synopsis du tome 2 et 3, même si je les avais pas terminés. Parce que je sais où je vais. Généralement, j'ai toujours la fin en fait, quand j'écris. Donc, j'ai le début, j'ai la fin, j'ai des choses au milieu, puis après, j'aime bien me laisser de la liberté pour vagabonder, parce que c'est vraiment ce que j'aime aussi à l'écriture. C'est me balader et puis vivre l'aventure en fait. Donc, j'ai besoin d'avoir du mystère. Donc, je suis pas une architecte, comme on dit. Je ne planifie pas tout dans les moindres détails, mais j'adore quand il y a des choses planifiées qui se recoupent. On se sent c'est très jubilatoire. Mais du coup, j'en suis un peu plus de la moitié du tome 2, mais sachant que mon plan est quand même très très clair. Voilà. Donc le tome 2, c'est le tome des femmes, et le tome 3, c'est le chaos. Ça donne envie. Du coup, est-ce qu'on peut espérer une sortie pour 2026 du tome 2? Aucune idée. On va croiser les doigts alors. Il faudra rester tuned. Est-ce que après cette trilogie, on peut espérer que ton prochain projet aura un lien avec la Corée, du coup? Ah oui, oui. Ah oui. Parce que moi, en fait, j'ai plein de romans entamés, j'ai plein de projets, j'ai envie d'écrire sur plein de choses. Mais c'est vrai que dans peut-être les idées enfin les idées, les projets que j'ai, je me suis pitchée à moi-même du coup, qui me tentent le plus sont en rapport avec la Corée. Donc il y a pas mal de choses. Faut que je déblaye un petit peu, mais notamment mon conjoint m'a demandé pourquoi t'écris sur le Japon et pas sur la Corée. Et il est coréen, du coup, voilà, j'ai de la pression un peu. J'ai des comptes à rendre.
L'avantage, c'est que tu as déjà un bêta lecteur qui est au top en termes culturels, donc ce sera bien pratique. Ah oui, ouais, il n'est pas en français du tout, mais oui, pourquoi pas, en effet. Je lui pitch quand même les choses. Mais c'est vrai. On va aborder des questions un petit peu plus personnelles et du coup, des questions en rapport avec, l'écriture et ton rapport à l'écriture. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, on l'a évoqué un petit peu en filigrane plusieurs fois, mais quel est ton parcours dans l'écriture justement? Je connaissais pas vraiment le monde de l'édition, à part, voilà, cette année ou l'an dernier. Enfin, j'ai fait une formation justement pour en savoir un peu plus, pour savoir un peu comment soumettre aux maisons d'édition, etc. Et surtout pour savoir comment ça fonctionnait. Parce que, bah, bizarrement, moi je viens du monde du ciné et pourtant je savais pas qu'il fallait faire un dossier de soumission avec un pitch, etc. Je savais pas. C'est bien, hein, mais voilà. Il y a pas vraiment d'infos qui circulaient quand j'étais dans mes premières années de la vingtaine. En fait, il y avait pas vraiment, j'ai pas forcément cherché non plus. Je pensais que c'était un petit peu, c'était très lointain. Voilà. Pour moi, il y avait un mur entre le monde de l'édition et les gens normaux, on va dire. Donc je me suis dit qu'un jour peut-être, mais je ne sais pas quand, mais un jour viendra. Donc j'y connaissais pas grand-chose. Par contre, j'ai toujours écrit, c'est-à-dire que j'écrivais des petites histoires depuis toute petite. Enfin, c'était vraiment mon monde, mon refuge. J'ai toujours aimé écrire, c'était une des choses que j'aimais le plus au monde. Donc après, les études de cinéma ont fait que euh, j'ai surtout écrit du scénario et du coup, ça a un peu asséché mon écriture, on va dire, littéraire, puisque le scénario, c'est juste écrire ce qu'on voit. Et alors, ça m'a donné aussi d'autres choses. Ça m'a donné peut-être le côté visuel. Enfin, j'ai besoin de savoir d'où partent les sources de lumière dans une scène avant de l'écrire. Ça, c'est un petit peu. Je peux être bloquée sur une scène si je ne sais pas quel temps il fait, quels sont les arbres autour ou quel est le décor, quoi. Donc, ça peut être un petit peu handicapant parfois. Mais en même temps, voilà, ça m'a beaucoup nourri aussi, le cinéma. Mais le truc, c'est que la plume, voilà, j'ai dû me remettre à l'écriture, à la lecture déjà, à l'écriture, il y a, euh, il y a peut-être 4 ans, après mes études de ciné, après avoir voilà, un petit peu travaillé dans en plus le milieu du cinéma qui n'est pas dans ma langue, donc le français, euh, voilà, c'était rafraîchissant d'y revenir par la lecture et par l'écriture. Du coup, de reprendre mes anciens projets de romans et de m'y remettre. Est-ce qu'il y a une rencontre qui a marqué ton parcours? Alors souvent, pour les primo-auteurs et primo-autrices, ça va être la rencontre avec d'autres auteurs-autrices débutants. Parfois, c'est la rencontre avec l'éditeur ou l'éditrice. Est-ce que tu as une rencontre qui a marqué du coup ton parcours à toi? J'ai failli ne pas mentionner mon éditeur du tout, si vous l'aviez pas mentionné. Bah, on va dire que déjà, c'est mes camarades auteurs, autrices, auteurices, voilà, parce que ils ont été bêta lecteurs et lectrices du Sabre de Neige, et qu'on s'est soutenus, on a fait des coworking intenses, voilà, et c'est pour ça que j'ai réussi à boucler le Sabre de Neige d'ailleurs. Donc vraiment, merci à eux, c'est vraiment une équipe de fous, on est des camarades de fous. Après, évidemment, il y a eu la rencontre avec mon éditeur, on va dire, rencontre en visio du coup. Et parce que c'était hyper important d'avoir ce regard-là d'un professionnel exigeant voilà, sur mon roman. C'était assez fou, mais voilà, c'était hyper intéressant parce que quand j'ai reçu le manuscrit annoté, il n'y avait pas non plus autant de choses que je pensais. Il n'a pas touché à la structure du tout, mais il m'a demandé de rajouter un épilogue, par exemple, etc., et de compléter certains trucs, certaines scènes qui étaient un petit peu peut-être bâclées ou quoi. Et ce regard-là était hyper important pour moi. Ouais. Est-ce que tu peux du coup nous décrire une journée un peu typique dans ta vie d'autrice? Pyjama, café, chat. Bah, disons que bon, après, c'est peut-être pas pour tout. Enfin, on va dire que comme je suis freelance, il y a des moments où je vais travailler de chez moi pour du montage ou pour. Du coup, je regarde beaucoup l'écran et c'est vrai que j'essaye c'est compliqué de concilier en même temps, même si je suis freelance et que je peux faire mes horaires qui me conviennent. Quand même, je regarde trop les écrans, du coup, quand je me mets à l'écriture, des fois, ça peut être compliqué.
Mais on va dire une journée type. Une journée type dans les bons jours, c'est juste écrire, me lever le matin, café et écrire. Parce que être en apnée, en fait. Donc voilà, près de la fenêtre, être au calme. Bon, le problème, c'est que souvent, j'écris jusqu'à 5 heures du mat, quand je suis vraiment dans une séance intense et que je ne peux plus lâcher. Du coup, est-ce que c'est est-ce que c'est à conseiller aux gens? Je ne sais pas. Est-ce que tu peux nous parler de l'aspect que tu apprécies le plus dans le métier d'autrice? Écrire. C'est peut-être le seul, le seul aspect qui est totalement du pur bonheur intense, sans... Évidemment qu'on a des blocages, mais ça fait partie du processus. Du coup, ça permet d'aller se chercher un café et de réfléchir ou d'attendre un petit peu ou de lire. Mais écrire, c'est incroyable. Comment le fait d'habiter en Corée, ça a influencé ton écriture? Ah oui. Du coup, pas forcément perdu du vocabulaire, mais c'est vrai que, par exemple, à l'oral, je sais que je suis... je... je cherche mes mots beaucoup plus qu'avant. Euh, Voilà. Après, c'est vrai que là, l'an dernier, je suis allée en France, j'étais aux Imaginales et j'ai acheté plein de livres. Du coup, je lis beaucoup de romans francophones en ce moment et ça me fait un bien fou. Donc ça aide à se ressourcer aussi. Du coup, je vais rebondir là-dessus. Qu'est-ce que tu lis au quotidien? En ce moment, vraiment de la fantaisie. Je lis, j'ai une pile à lire assez folle depuis que je suis revenue de France et là, j'y retourne en mai d'ailleurs, donc ça va encore grossir. Voilà. En ce moment, je viens de terminer. Je sais pas, soit j'ai vraiment sélectionné, comme du coup, il faut que ça rentre dans la valise, j'ai vraiment sélectionné les romans et je savais qu'ils allaient me plaire, donc je pense que là, j'ai enchaîné des coups de cœur, c'est génial. Donc j'ai lu récemment, c'était il y a quelques jours, c'était Le Dieu oiseau et Mère morte d'Aurélie Wallenstein. Enfin, je le prononce pas. Et c'est incroyable. C'était une lecture magnifique. Je vais rebondir et prendre un petit peu d'avance pour la suite. Du coup, tu as évoqué que tu reviendrais en France. Est-ce qu'on pourra espérer te voir pour des dédicaces, peut-être dans les mois à venir? Normalement, oui. J'ai pas encore Tu n'as pas les encore le choses. droit de le dire, peut-être. On m'a pas encore communiqué le communiqué. Et du coup, je sais pas si. Mais, euh, mais je serai à la Comédie du Livre déjà, à Montpellier. Et il y aura une dédicace à Paris, dans une librairie, mais je n'ai pas encore les infos. Et moi, je vais juste aux Imaginales toute seule, en mode visiteuse. Donc, voilà, pour aller chercher des livres. Voilà. Que, si vous êtes là-bas, je serai là, sur la pelouse. On va faire une petite phase de questions rapides, du coup, où on te fera répondre un petit peu, d'abord avec des réponses assez courtes, ciblées et droites au but. Et puis après, on fera vraiment du ça ou ça. Et comme ça, tu vois, là, tu auras des réponses courtes, directes. Alors, pour la petite phase de questions assez droite au but. Donc, le livre qui t'a amené à la lecture. C'est un livre pour enfants, mais du coup, Ça fonctionne. c'est ok. Ouais, le tout premier livre que je voulais absolument déchiffrer, j'étais énervée de ne pas pouvoir déchiffrer ce qu'il y avait marqué. Donc c'est vraiment le tout premier livre que j'ai lu. C'est non, c'est pas Le Roi l'Oiseau. C'est Dispute et Chapeau. Il y a des oiseaux sur la couverture. Voilà. C'est ça. Le livre que tu recommandes le plus souvent. Mes amis en ont marre. J'arrête pas de leur parler de Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan, qui est un de mes livres favoris. Qui est Et un super livre, effectivement. c'est incroyable. Et voilà, j'arrête pas de bassiner tout le monde avec ça autour de moi, que ce soit mes amis auteurs ou juste mes amis. Donc, la lecture que tu penses être la seule à recommander. Vraiment ta recommandation obscure. Obscur, je vais me faire taper. Je suis pas la seule à recommander parce que c'est un chef-d'œuvre, mais peut-être dans mon entourage, je suis la seule à avoir bassiné tout le monde avec. Mais c'est La sonde et la taille de Laurent Manthès, qui est un bijou de littérature pour moi. C'est vraiment c'est un, c'est un ovni et en même temps c'est une lecture qui m'a dit oh c'est bon, on peut écrire ce qu'on veut.
Ouais, c'était une incroyable lecture. Et évidemment, il y a beaucoup de gens qui l'adorent, donc il n'y a aucun souci. Je ne suis pas la seule à le recommander, mais c'est vrai que c'est pas une lecture qu'on peut recommander à tout le monde. Voilà. Faire attention. Ta dernière lecture coup de cœur. Ah, ben c'était Mère morte d'Aurélie Wallenstein. Une ode, un récit de fantaisie poignant, vraiment une ode écologique au monde. Et j'aurais voulu le voir. D'ailleurs, je le voyais en film. Je me dis, si un jour il y a un studio qui veut se pencher sur ce livre, allez-y, parce que on n'a pas les sous en France, mais bon, il faudrait. Le livre que tu aurais aimé écrire. C'est compliqué. Ok. Peut-être le Seigneur des Anneaux, parce qu'il a été adapté en film et que je voudrais que ma trilogie soit adaptée en film. Voilà, on peut dire un truc comme ça, on a le droit. On a totalement le droit au contraire, d'avoir de l'ambition. Donc on va enchaîner sur un petit rapid fire. Plutôt romance ou aventure? Aventure. Personnage principal féminin ou masculin? Ah, dur. Ah, masculin, parce que du coup, c'est le garçon que je peux pas vivre. C'est la vie de garçon que je peux pas vivre. Voilà. Ah, et il fallait pas justifier, pardon. Ah non, c'est pas grave. Ah non, ça fonctionne très bien. Héros ou anti-héros? Anti-héros. Question difficile. Japon ou Corée? Corée. Pardon. Escrime ou magie? Escrime. High fantasy ou low fantasy? Low fantasy. Je crois, hein. C'est ça, oui. One shot ou trilogie? Trilogie. Donc merci beaucoup Salomé de t'être prêtée à cet exercice qui est compliqué. Et du coup, on te souhaite un très bon courage pour l'écriture du Sabre de Nuit, le deuxième volet de ta trilogie. Merci beaucoup à vous. Du coup, on arrive à la fin de cette interview. Nous remercions aussi les éditions Albin Michel Imaginaire pour l'envoi du roman en service presse. Prenant place dans un monde inspiré du Japon féodal, le Sabre de Neige tire ses inspirations des grandes épopées de fantasy inspirées de cette période, qu'il s'agisse de romans ou de mangas. J'y ai vu pour ma part un parfum de manga entre Neketsu, un genre qu'on connaît plus en France sous le terme parapluie de shonen, et seinen très dark fantasy. Il m'a évoqué ma lecture du clan des Otori, incontournable du genre, mais aussi au global m'a semblé puiser dans les codes de la dark fantasy. On y suit Isao, un jeune homme de presque 20 ans, disciple du porteur du sabre de neige, Shiro, aussi dit le héron blanc. Infusé de magie, les sabres sacrés confèrent longévité à leurs porteurs et leur prêtent des pouvoirs spécifiques à chaque sabre. Des pouvoirs convoités par l'empereur en personne, ce qui va amener Isao et son maître à devoir fuir leur vie de reclus. Alors que son maître disparaît et que le sabre de neige est volé, Isao va devoir se lancer à leur recherche et devra se confronter à ses sentiments pour son maître, mais aussi à la réalité de la voie du sabre. Immense, profond et sacré, il pouvait sentir le ki divin l'appeler, et son propre sang pulser en réponse dans le prolongement de son bras, pour rejoindre la lame qui vibrait au gré d'une intense énergie. Salomé Han est autrice, mais elle travaille surtout dans le cinéma, et j'ai trouvé que cela infusait très largement son écriture, qui est très visuelle, parfois dans l'économie de mots pour aller directement au cœur de l'action. Une écriture fluide, impactante, avec des scènes qui s'enchaînent judicieusement, qui n'exclut pas de jolis passages lyriques ou poétiques, comme le fait très bien la littérature et le cinéma asiatique, et qui permettent de grandes respirations. Le roman a été une bouffée de fraîcheur pour moi, et nous ne parlons pas des pouvoirs associés au sabre de neige. Il changeait des lectures que j'avais pendant quelque temps, et où tout allait à 200 à l'heure. On prend notre temps, on le découvre, chapitre après chapitre. J'ai souvent du mal avec les livres qui prennent leur temps parce que je suis une grande impatiente. Pour autant, j'aime véritablement me plonger dans certaines de mes lectures. J'en ai parlé notamment pour L'ours et le rossignol de Catherine Arden, ou encore Une valse pour les grotesques de Guillaume Chamanadjian. Le Sabre de neige vient donc rejoindre ces livres qui m'ont transportée et qui m'ont fait vraiment prendre mon temps. J'ai particulièrement apprécié que le roman manque d'un défaut que je retrouve souvent dans des premiers romans francophones,
où l'auteurice essaye de s'inscrire dans la très franco-française tradition d'en faire trop en termes de style. Cela laissera probablement les lectrices de Stéphane Plateau et autres Jaworski sur le carreau, mais je pense que les lectrices de manga qui cherchent ce côté plus direct, plus orienté action et visuel, avec une inspiration nippone devraient adorer. C'est aussi une bonne incursion en dark fantasy pour un public qui n'est pas encore blasé d'avoir déjà tout lu. Parce qu'il manquera indéniablement un vent de fraîcheur aux lectrices aguerries qui y verront une succession de tropes assez classiques, le cheminement d'Isao n'étant pas vraiment original et le twist de fin plutôt convenu. Je l'ai lu avant toi, Kélène, et je me souviens avoir vu ta tête plutôt étonnée pour certains passages que je t'ai dévoilés. Mais effectivement, la fin était relativement attendue, c'était quelque chose de tissé tout au long du roman en fait. Mais pour un premier roman, c'est à mon sens des écueils classiques, attendus et pas forcément problématiques, rattrapés par un style fluide et un bon rythme, même si on pourra à un moment se lasser du schéma un petit peu linéaire et des péripéties parfois un peu faciles. Les scènes s'enchaînent de mieux en mieux au fur et à mesure du roman, alternant entre différentes phases d'action, de combat et de réflexion, ce qui marche au global assez bien. Personnellement, j'ai plutôt apprécié d'avoir un roman assez linéaire dans son schéma. Je pense qu'on a tous lu des livres qui voulaient en faire trop et qui finissaient par se perdre dans leurs propres intrigues. On adore les worldbuilding développés avec Kellen, mais il faut que ça soit cohérent aussi avec le niveau de l'auteurice. Le Sabre de Neige développe un monde cohérent, nous donne des pistes sur la suite sans trop en dévoiler. J'ai beaucoup aimé ce côté immersif dans ce Japon qui ne l'est pas vraiment, avec son vocabulaire néanmoins spécifique et ses belles descriptions. Un gros bémol cependant, j'ai vraiment détesté l'utilisation d'italique et le renvoi au glossaire plutôt qu'en note de bas de page, ou rien du tout d'ailleurs. En fait, on s'en passe sans trop de problèmes avec le contexte dans d'autres romans. Je pense notamment à Claire Crust qui fait ça très bien. Je sais qu'il s'agit de conventions valables, mais j'aurais préféré une autre solution. Question de goût personnel. J'aurais aimé plus de descriptions explicites globales, c'est un angle mort de l'écriture de scénario qui se ressent peut-être ici, mais ça rend le récit plus réactif et peut-être plus abordable. Les décors sont toujours posés, mais j'aime les descriptions longues et littéraires, j'avoue. Comme toi, j'ai adoré le développement du folklore japonais. On le voit évoqué dans quelques romans, mais j'ai toujours plus ou moins eu la sensation que c'était de l'inspiration. C'est en soi pas du tout problématique, loin de là. Je pense que j'ai vraiment apprécié le côté développement de l'art martial autour du maniement du sabre, de ce que l'on pourrait rattacher au kendo. Avec la notion d'honneur et de respect qui accompagne l'apprentissage d'un art martial, j'ai été vraiment happée. D'avoir un roman qui dépeint différentes zones géographiques inspirées du Japon et ses climats variés, ça aussi, ça m'a beaucoup plu. Se rattacher à des éléments réels pour développer un monde imaginaire, j'adore. Ça donne vachement de réalisme et de cohérence au monde créé, et c'était vraiment une immersion. Et justement, côté immersif et évocateur, j'y ai trouvé totalement un parfum d'Highlander. J'ai retrouvé le côté quickening à chaque fois que le sabre de neige a été utilisé, et des inspirations ou des évocations d'œuvres tant côté roman que côté manga, qui puisent dans l'imaginaire japonais global. Ce n'était pas pour me déplaire, et comme on est dans de la pure fantasy et pas dans de la fantasy historique, on en profite. Le folklore japonais, ses yokai et ses éléments magiques plongent bien dans l'ambiance, et j'espère que les tomes suivants développeront cet aspect et qu'on en saura surtout plus sur le côté géopolitique du monde. L'épilogue semble d'ailleurs aller dans ce sens. Il pensait à la mort, à l'absence et au vide qui avait creusé en lui un gouffre profond, à la vie qui continuait malgré tout, et à la neige qui possédait le pouvoir de tout purifier. Je pense que ce qui fait ou défait l'expérience de lecture pour ce roman, c'est vraiment la manière de l'aborder. Personnellement, je n'ai pas du tout accroché à Isao que j'ai trouvé trop jeune, trop naïf, prenant des décisions assez stupides alors qu'il n'a pas non plus 14 ans. J'ai été très mal à l'aise au début du roman avec la relation qu'il entretient avec son maître. C'est vraiment un point qui me tend, les relations avec les écarts d'âge ou de statuts différents. Je trouve ça très malsain. Sauf qu'en fait, on se rend rapidement compte que c'est justement le but. Le Sabre de Neige est un roman initiatique, sur tous les points,
et cela aussi concerne la sexualité et les sentiments de Isao. Il va se questionner sur ce qu'il peut ressentir vis-à-vis de Shiro. Rappelons que Isao n'a eu que très peu d'interactions sociales en dehors de son maître. Cela se retrouve notamment dans sa manière d'interagir avec Kenji. Bien qu'il se méfie, il finit toujours par se faire rouler dans la farine par Kenji. Il faut mentionner que le roman se déroule dans un monde totalement queer normatif. L'homosexualité y est tout à fait normale, même si elle n'est pas abordée par les personnages secondaires, en dehors de Kenji. J'y vois aussi un clin d'œil au manga yaoi, d'une certaine manière avec cette dynamique uke, s'aimer, entre Isao et Shiro. Isao est dans une relation où Shiro exerce une emprise totale sur lui. La relation n'est pas seulement amoureuse ou sexuelle, elle est aussi spirituelle et vise à pousser au plus loin sur la voie du sabre, Isao. L'autrice dénonce aussi l'emprise de Shiro, notamment en poussant Isao à s'affranchir et voler de ses propres ailes. Cela se concrétise par l'événement final du roman qui est un point d'orgue sur le développement de Isao. Isao prend d'ailleurs de l'épaisseur et un petit peu de nuance, plaçant le roman dans une dynamique de récit d'apprentissage. Je me souviens avoir eu un peu les mêmes réflexions à ma lecture du Clan des Otori et, à l'époque, je le tolérais bien plus. Avec quelques années de plus, je dois bien avouer que j'aime les personnages de plus en plus âgés, donc forcément... Je te rejoins Kellen là-dessus. Effectivement, on ressent l'âge de Isao avec son immaturité quant à ses réactions face à certains événements et sentiments. Je m'habitue de plus en plus à lire des protagonistes adultes ou jeunes adultes qui vont avoir des réactions en conséquence. Après, cette inexpérience permet aussi d'avoir des scènes très touchantes. Les émotions de Isao sont décuplées et exprimées avec beaucoup de sensibilité. Quand nous avons été plus jeunes, nous avons tous eu des moments où nos émotions ont juste pris le dessus sur notre raison. Pourtant, il souffrait d'un élancement au creux de la poitrine qui n'avait rien à voir avec son duel et qui l'empêchait de trouver le sommeil. J'ai vu beaucoup de critiques autour de l'aspect romance et romantaisie du texte. La relation, ou plutôt les sentiments d'Isao sont effectivement son moteur premier, mais ça me semble très réducteur de parler si vite de romantaisie quand la relation est finalement peut-être en filigrane et surtout au fur et à mesure très largement critiquée et remise en question. C'est une relation d'emprise, il faut dire les choses comme elles sont, aux dynamiques malsaines qui ne sont jamais glamourisées par l'autrice ni rendues acceptables à la fin du roman. On voit bien au contraire que plus le récit avance, et plus le lecteur est amené à se rendre compte que cette relation est toxique, déséquilibrée, et que les dynamiques entre les personnages sont très inégales et dans une dynamique de jeu de pouvoir malsain. Isao en fait les frais tout au long du roman. Nous sommes spectateurs de son malheur, aussi impuissants que lui. On notera notamment une scène que j'ai trouvée très dérangeante et graphique, mais qui n'est ni étonnante dans un roman de dark fantasy, ni rendue acceptable. Du coup, même si j'ai tout au long du récit éprouvé ce côté dérangeant, à la fin, j'en étais plus tellement formalisée. Sur le moment, je n'ai pas particulièrement compris le but de ce passage, mais en continuant la lecture, à ce moment-là, j'ai compris. De manière générale, les scènes intimes ne font pas avancer à proprement parler l'intrigue. Je ne parle pas, dans ce cas, des romances. Dans certains romans, on se retrouve avec des passages chocs, qui sont juste gratuits, et c'est notamment le cas pour beaucoup de dark romances. Ici, ce n'est pas du tout le cas, comme le disait Kellen. La scène n'est pas rendue acceptable, et elle n'est pas non plus romantisée. Même si nous sommes sur un roman catégorisé comme adulte, je trouve que c'est important que ce type de scène ait une certaine visée. Malgré les fragilités classiques d'un premier roman que l'on excusera de bon cœur, Le Sabre de Neige est un roman efficace avec un rythme et une écriture fluide dans un univers inspiré du Japon féodal. L'exploitation de ce folklore et toute l'exploitation de la voix du sabre devrait plaire aux amatrices de manga, mais aussi aux lectrices qui cherchent à sortir de la fantaisie médiévale européenne en douceur. J'ai hâte de lire le tome 2, de découvrir si on continuera de suivre Isao et Sayuri de loin ou si nous suivrons seulement le sabre de vent, la mystérieuse Asuka.
Merci de nous avoir suivis pour cet épisode spécial du podcast Les Re-Remarques. Merci à Salomé Han d'avoir répondu à notre interview et aux éditions Albin Michel Imaginaire pour l'envoi du service de presse. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour creuser le sujet de la fantasy inspirée des différentes cultures asiatiques. Notre prochain épisode spécial continuera sur cette lancée, puisque nous y aborderons la fantasy d'inspiration japonaise qui inspire beaucoup d'auteuristes. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre site internet les-remarques.fr. Le podcast est accessible depuis notre site et toutes les plateformes de podcast. Imagine que tu es une ligne qui part tout droit devant toi pour faire le tour de la Terre et revenir dans ton dos. Une ligne unique, solitaire, qui maintient l'équilibre du monde et du cosmos. Une ligne longue et étroite, où il est difficile de demeurer constant. Pourtant, tu ne dois jamais la quitter des yeux, ni de tes pensées, car elle est ton chemin vers le dépassement et l'absolu, et laisser filer le monde de part et d'autre de soi. Pourtant, il souffrait d'un élancement au creux de la poitrine qui n'avait rien à voir avec son duel et qui l'empêchait de trouver le sommeil. Il pensait à la mort, à l'absence et au vide qui avait creusé en lui un gouffre profond, à la vie qui continuait malgré tout, et à la neige qui possédait le pouvoir de tout purifier.